vous vous demandez pourquoi peu de vidéos sont sorties les derniers mois, la réponse tient en 2 mots, Elden Ring. Sûrement, si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas passé à côté du dernier soft des japonais de From Software. Et pourtant, ils reviennent de loin. La série des Souls, débutée en 2009 sur console avec Demon's Souls, n'était pas partie pour devenir un hit. Difficile, frustrant, rageant, l'action RPG en vue 3ème personne joue la carte du minimalisme sonore, d'un gameplay épuré mais redoutable, d'une mécanique de mort intégrée au gameplay, avec le principe de devoir récupérer au lieu du décès tout ce qu'on a récolté en une vie, sous peine de tout perdre, et d'une narration bien peu bavarde, participant à une immersion totale du joueur. Leurs softs ont pourtant eu un impact considérable. Le nombre croissant de Souls-like et les roguelites qui s'inspirent à demi-mot des softs de From Software dans les années 2010 en sont une preuve indéniable. Aussi, leur premier jeu en mode ouvert, Elden Ring, paru en février 2022, était assez attendu, et s'est accompagné d'un succès critique et commercial fulgurant, accumulant 12 millions de ventes en un mois. À titre de comparaison, les 4 opus de la série des Souls ont atteint 28 millions de copies en 10 ans. Voyons donc les raisons de ce succès en revenant notamment à l'histoire de From Software et de leur fameuse série des Souls. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, From Software est un vieux studio, créé en 1986 pour vendre des logiciels. Il se spécialise très vite dans les séries d'action RPG en vue première personne, dans des donjons lugubres, avec les séries Kingsfield entre 1994 et 2001, et Shadow Tower entre 1998 et 2003. Mais également dans l'action et le tir de mecha, avec la série Armored Core entre 1997 et 2013. On trouve également dans leur ludothèque impressionnante des jeux d'aventure, avec la série Econite 1998-1999, de l'action RPG où on se bat à l'aide de cartes, Lost Kingdom 2002-2003, de l'action pure avec Otogi 2002-2003 également, et j'en passe. Mais le studio est sorti de son Japon natal, essentiellement grâce à la série des Souls, représentée par Demon's Souls en 2009, puis la série Dark Souls entre 2011 et 2016. Au départ pressenti pour être un échec fulgurant, le premier Demon's Souls crée la surprise, avec un engouement certain du public occidental, avec son style médiéval fantastique inspiré de Kingsfield et des jeux de rôle à l'occidental, mais aussi des œuvres de dark fantasy comme le manga à succès Berserk. Dark Souls vient capitaliser définitivement sur ce succès et deviendra l'opus fondateur. Dark Souls 2 en 2014 et 3 en 2016 viendront ajouter du grain à moudre, le 2 étant fréquemment décrit comme le moins bon de la série, la faute à un système de combat plus lent et à une ambiance différente. Les ventes suivent largement, 1 million de copies en 2 ans pour Demon's Souls, plus de 2 millions de copies en 2 ans pour Dark Souls, 2,5 millions de copies en 1 an pour Dark Souls 2, 3 millions de copies en 3 mois pour Dark Souls 3. La série des Souls a ainsi récolté en 2020 un total de 28 millions de copies écoulées. À côté de la série, From Software fait également paraître 2 softs qui s'inspirent largement de leur série à succès, Bloodborne en 2015, qui transpose l'expérience dans un monde Lovecraftien avec des armes à feu, vendu à 2 millions d'exemplaires en 6 mois, tandis que Sekiro Shadow Die Twice en 2019 nous emmène dans un ersatz de Japon médiéval fantastique avec 5 millions d'exemplaires vendus en un an. Les Souls ont un style bien à eux, qui ont participé à leur succès critique. Dans un univers de dark fantasy à la narration minimaliste, on dirige en vue de 3ème personne un guerrier d'une des classes de départ dans un monde hostile, peuplé d'une galerie d'adversaires parfois étranges, allant du gobelin au chevalier de 30 mètres de haut. L'aventure est rythmée par des points de sauvegarde, des feux de camp, utiles pour dépenser les âmes récupérées sur les adversaires, à moins que vous ne vous en serviez pour améliorer vos armes ou acheter des objets auprès de marchands. À chaque mort, vous êtes réincarné au feu précédent, en perdant toutes vos âmes que vous n'avez pas réussi à dépenser. Pour les récupérer, il faut retourner au lieu de votre mort, sauf que quand celui-ci est au milieu de monstres redoutables ou devant un boss, cela risque d'être problématique. Vous dépensez vos âmes dans vos caractéristiques, de votre vitalité à votre force, en passant par votre intelligence pour la magie, vous apprenez des sorts, en bref, la progression du personnage est laissée à l'appréciation du joueur au fil de ses envies et au gré de ses découvertes, pour devenir un pyromancien comme un guerrier capable de manier d'immenses armes. Vous vous soignez à l'aide d'items ou des fameuses fioles d'estus de Dark Souls, qui se régénèrent à chaque feu et sont au départ en nombre limité. Mais la série s'est surtout créé un nom avec une bonne difficulté, des ennemis, même petits, qui font de gros dégâts, le tout forçant le joueur à abuser des systèmes comme celui de l'environnement et des pièges en tout genre, des systèmes de jeu comme la magie, les incantations ou la pyromancie, ou encore le redoutable système de combat. Dans celui-ci, rien ne doit être abusé. Si vous tapez trop sur les attaques, vous ne pourrez plus les annuler, même quand le boss prépare une attaque ultime qu'il faut absolument esquiver. Les roulades, rendre invincible pendant un petit temps, doivent être réalisées au moment critique. Et le positionnement a aussi une place pour se mettre dans le dos de l'adversaire pour le contourner, parer les coups avec son bouclier, et comprendre les patterns de chaque ennemi et de chaque boss pour savoir quand esquiver et quand frapper.
Vous rajoutez à cela les parades parfaites pour réaliser un coup critique, l'endurance qui descend à chaque coup ou esquive, les attaques légères, lourdes après roulade des armes qui ne sont jamais pareilles, jusqu'au type de dégâts réalisés avec les différentes armes par rapport aux résistances des adversaires, par exemple les dégâts contondants pour les adversaires en armure, sans parler des dégâts spécifiques comme ceux sacrés, permettant au squelette de ne jamais se relever. Vous rajoutez à ce cocktail une musique épique, notamment dans les phases de boss, à base de chants grégoriens et de musique classique, tranchant avec l'absence totale d'ambiance musicale dans le reste de l'aventure, et l'impact de n'importe quel son des adversaires au gémissement de votre personnage quand il meurt ou se fait assaillir. On retrouve aussi une partie multijoueur avec des messages laissés au sol, des fantômes de joueurs jouant en même temps que vous et notamment des flaques de sang permettant de voir les derniers instants d'un joueur, ainsi que la possibilité d'envahir un monde d'un autre joueur pour le mettre en difficulté ou l'aider, c'est selon. On pourrait aussi parler du level design des donjons qui composent les Souls, qui mêlent placement des ennemis, pièges mortels, passages secrets et raccourcis à débloquer récompensant le joueur qui explore et qui participe à l'interconnexion de chaque zone du jeu. Enfin, la narration ne dit presque rien aux joueurs, mais le laisse découvrir les multiples objets et armes avec leur description, et lui laisse tout loisir d'observer la narration environnementale pour comprendre avec les quelques lignes de dialogue ce qu'il se passe, participant de multiples théories et vidéos de lore qui aident les joueurs à comprendre l'univers cryptique. En tout état de cause, les Souls se sont révélés redoutables. L'écran You Died est devenu un mème en soi, les softs sont réputés pour leur challenge et leur ambiance particulière, mais les joueurs auront le plaisir de voir également un gameplay haut niveau et moult secrets à découvrir. Autant vous dire que la recette des Souls attendait son challenger ultime, le premier open world du studio. Si Sekiro avait déjà expérimenté des niveaux plus ouverts, les Souls sont globalement des morceaux de donjon avec moult raccourcis et feux de camp. Elden Ring préfère donc un monde ouvert, divisé en grandes zones que vous pouvez parcourir très rapidement à dos de montures spectrales. Ce monde ouvert est parsemé d'ersatz de feux de camp, les sites de grâce, vous permettant dès le début de vous téléporter à chaque endroit de la carte, fonctionnalité débloquée aux 3/4 de l'aventure dans un Dark Souls, mais depuis devenue nécessaire pour faciliter la progression. N'ayez crainte, vous aurez également de grands donjons tortueux, mais en nombre plus restreint. Contrairement aux nombreux secrets, personnages à rencontrer, mini-donjons et boss optionnels qui vous attendront dans l'immensité du monde d'Elden Ring. Dans celui-ci, tout n'est que chaos. Le cercle d'Elden a été brisé, et vous, simple exilé, vous retrouvez à devoir vous battre contre les demi-dieux pour restaurer l'unité de ce monde fracturé et décadent, où les morts ont repris vie et où certains demi-dieux ont sombré dans la folie. Pour ce faire, vous voilà à rencontrer divers personnages, à avancer dans l'aventure en récupérant des fragments du cercle d'Elden sur le corps encore chaud de puissants adversaires, pour enfin confronter le boss final et choisir une des fins accessibles en fonction de ce que vous aurez fait dans l'aventure pour décider du sort de ce monde. Tout le reste de l'histoire est entièrement cryptique, bien que des efforts ont été faits par le biais de personnages qui vont vous en apprendre davantage sur l'univers et les principaux demi-dieux que vous rencontrerez. Le reste de l'histoire se trouvera comme d'habitude dans les descriptions d'objets et de sorts, et dans la narration environnementale, entre groupes d'ennemis structurés vers un objectif, placement de certains adversaires à certains endroits, et j'en passe. La force du soft est d'ailleurs de proposer une grande variété de lieux, portés par une direction artistique qui porte les thèmes chers de la dark fantasy, avec des graphismes tout à fait corrects. Marécages putréfiés, landes rougeâtres décadentes, forêts luxuriantes, ruines souterraines, châteaux forts. Toutes ces zones sont peuplées de zombies, de revenants, de chevaliers errants, de dragons, d'énormes bêtes, de créatures du chaos, de mystérieux assassins, de demi-humains, et j'en passe. Tout est là pour vous rappeler la dark fantasy que le fan de Dark Souls apprécie tant. On ne peut pas en dire autant de l'ensemble des donjons secondaires, succession de mêmes pièces, couloirs, pièges et ennemis vous servant à vous battre contre un boss optionnel pour récupérer divers trésors, et qui finissent par suffisamment se ressembler pour nous lasser. De même, au bout de plusieurs dizaines d'heures de jeu, on finit plus ou moins par retrouver les mêmes types d'adversaires au même pattern. En tous les cas, le monde ouvert sera également votre première arme pour progresser dans le jeu. Loin des couloirs à la difficulté extrême des précédents Souls, la moindre difficulté pourra cette fois être plus ou moins contournée en explorant le monde. Ici d'ailleurs, pas de repères autres que les sites de grâce trouvés et le nom des structures importantes. Attendez-vous à explorer un peu à l'ancienne pour trouver divers secrets et lieux cachés. Contrairement à beaucoup de jeux en monde ouvert de ces dernières années, la sobriété de celui proposé par les japonais permet aux joueurs de ne jamais se sentir submergés par la multitude d'activités annexes que proposerait la carte. On découvre au fur et à mesure le terrain, on se balade dans des ruines, on rencontre des personnages étranges.
Certains ont comparé cette approche très minimaliste à celle de Zelda Breath of the Wild, l'escalade en moins. Le tout facilite en tous les cas la prise d'expérience pour ensuite passer plus aisément les gros donjons. Cette expérience est la même que pour les softs précédents. Les ennemis du jeu apportent des runes, ces runes vous servent à améliorer vos niveaux et prendre des points dans une des caractéristiques principales, allant de la vie à l'intelligence en passant par la force, l'endurance, la foi et j'en passe. Vos caractéristiques et votre équipement de départ sont eux conditionnés par le choix de votre classe de départ, allant du mendiant, qui débute au niveau 1 à poil avec un gourdin et toutes ses caractéristiques à 10, au sorcier, chevalier ou moine guerrier, capable déjà de manier certaines armes ou certains sortilèges. Votre progression de personnage pourra ensuite aller là où vous le souhaitez, et l'extrême variabilité des builds permis par le soft est très appréciable. Entre le guerrier avec grosse armure et grosse arme qui se servira de ses roulades et de ses dégâts pour triompher des adversaires, et le magicien qui restera à distance pour bombarder ses ennemis de sorts, il n'y a qu'à choisir. Le nombre de builds est conséquent, et on note une vraie progression pour le joueur, même si le jeu a un peu trop tendance à adapter les ennemis de ses zones les plus retorses pour que jamais vous ne trouviez le jeu facile. Et en effet, le jeu a conservé sa difficulté soulsienne. Les ennemis ont divers patterns et le moindre mob de base saura tuer le plus expérimenté des chevaliers en une poignée de coups, sans parler de ces saletés de rats qui restent un calvaire du début à la fin du jeu. Il faudra donc pratiquer vos roulades, vous protéger avec votre bouclier, frapper au bon moment, le tout en faisant attention à votre jauge d'endurance qui descend à chaque action et vous rend vulnérable si vidé, et à votre jauge de vie évidemment, qui remontera à l'aide de potions restaurées à chaque camp, que vous améliorerez au fur et à mesure pour qu'elles soient plus efficaces et plus nombreuses. Pour les magiciens, vous pourrez répartir ces fioles entre fioles de vie et fioles de magie. On retrouve toujours pour les petits malins la parade, qui nécessite d'avoir un excellent sens du timing, mais on appréciera également l'usage de la discrétion, en vous mettant accroupi pour esquiver des ennemis, le fait de réaliser une attaque par l'arrière, et surtout, pour les builds de force, l'attaque sautée. Les adversaires ont par ailleurs une jauge non visible d'équilibre. Si vous utilisez vos attaques lourdes, vous finirez par entendre un son caractéristique, qui signifiera que l'adversaire est sonné pendant quelques instants. Il suffit alors de s'approcher et d'utiliser une attaque légère pour réaliser un puissant coup critique. Vous aurez également vos armes à distance, une pelletée d'objets à utiliser pour vous accorder des buffs ou pourrir votre ennemi, des sortilèges arcaniques, draconiques ou de foi à apprendre ou à trouver, des invocations pour vous aider dans les combats, le tout avec l'énorme variété des armes, chacune avec son scaling, c'est-à-dire son lien avec les caractéristiques de personnages, la possibilité de les améliorer, et celle de leur attribuer une attaque spéciale à l'aide des Ashes of War, sans parler des attaques légères, lourdes, attaque après sprint, après saut, après esquive, et j'en passe. Ayant fait tout le jeu avec la force, je n'ai esquissé que la plupart de ces mécaniques. Vous l'avez entendu partout, le soft est captivant. On y engloutit très facilement de nombreuses heures, que ce soit pour explorer la carte, trouver des trésors, refaire plusieurs fois le même donjon ou le même boss difficile à passer en un seul essai, dans un monde qui propose une bonne variété de lieux et d'adversaires, même si au bout de 40 heures de jeu, on commence à ressentir une certaine lassitude face aux mêmes ennemis et au même type de donjons secondaires. La progression du joueur est aussi jouissive. Le moindre ennemi suffit à vous abattre en 2 coups, mais vous allez par vos niveaux, votre équipement et votre plus grande maîtrise du jeu par l'abus de roulade, de sorts, d'invocations ou votre connaissance approfondie des patterns, triompher de la mort et des nombreux adversaires, sans jamais pourtant être trop fort. Les boss principaux du jeu vous rappelleront bien vite avec leurs horribles patterns que vous n'êtes pas encore prêt, à l'image du premier boss principal du jeu, Margit le Déchu, qui a triomphé de nombreux néophytes par le biais d'une pelletée de patterns qui punissent tous les comportements du joueur. Taper sur les arrières, coup de queue. Attaquer à distance, coup de dague. Esquive trop brusque, variation du rythme pour abattre son arme. Des analyses montrent même que ce boss est là uniquement pour casser du nouveau. Quant aux autres boss principaux, ils seront chacun plus ou moins difficiles en fonction des builds. Si la sorcellerie permet parfois d'en passer certains plus facilement, d'autres seront plus gérables au corps à corps. Mention spéciale, c'est les affrontements uniques, que ce soit celui où vous affrontez un boss protégé par un bouclier magique au milieu d'une multitude de personnages, un autre avec plusieurs alliés à invoquer dans une plaine dévastée, ou les boss finaux. Certains boss seront par contre un peu moins intéressants, surtout les boss secondaires un peu génériques. Vous aurez toujours une musique épique lors des combats de boss, mais aussi, et c'est une première, une musique d'ambiance dans presque chaque zone du jeu, ce qui change du minimalisme musical auquel nous a habitués From Software. Wait, well, you're back. I'm selling where the land has been tainted by its own.
L'expérience m'a ainsi captivé pendant une 60aine d'heures. Le premier tiers a été un émerveillement constant, ponctué de quelques pics de difficulté. Le deuxième tiers m'a permis de maîtriser davantage le jeu et de me spécialiser dans mon build, mais je trouve quand même que le troisième tiers est moins solide. La patience face aux ennemis de base qui nous terrassent s'érode, le sens de l'exploration ralentit, les boss secondaires fatiguent, et on ne ressent pas le même plaisir. J'avais surtout envie de finir le jeu. Pour ma part, je considère Elden Ring comme un excellent jeu. Il est la somme de l'expertise d'une dizaine d'années de Souls et Souls-like. Il offre une liberté de jeu qui sort du schéma des donjons et des raccourcis de donjons grâce à un monde ouvert qui permet aussi de privilégier l'exploration et d'accumuler les précieuses grâces pour passer les niveaux. Il est ouvert à une nouvelle population de joueurs par son adaptabilité constante et la récompense de l'exploration. Mais que les adeptes de challenge ne se découragent pas, on retrouve tout de même un système de combat très exigeant et des boss redoutables à vaincre ainsi qu'une poignée de donjons qui vous feront vous arracher les cheveux. On note tout de même quelques points faibles, comme une certaine redondance qui s'installe au bout d'une 40aine d'heures de jeu, des ennemis et des boss qui finissent par se ressembler, des combats à cheval sympathiques mais un peu basiques et pas toujours très maniables, un multijoueur un peu anecdotique malgré quelques invasions. Ah, archi drôle, il a vu un truc et du coup il s'est dit « Ah, il est là !» Attends, c'est quoi ce mec là? M'en bats les couilles, j'esquive tout. Wow. Voilà, c'est bon, c'est bon. Prends ça. Ah, d'accord. Ok, le laser qui vient de nulle part. Quelques duels et des moyens de coopérer sur des boss, avec un netcode pas toujours très bien optimisé. Ah, et c'est moi qui ai été connecté. Putain, mais leur serveur en coton, quoi. Elle m'a tué. Et une interface de jeu encore perfectible pour s'équiper, crafter et checker ses multitudes d'objets. En tout état de cause, Elden Ring est une grande réussite du jeu vidéo. Il allie ambiance mystérieuse et minimaliste grâce à sa musique, ses sons et son scénario cryptique, avec un gameplay profond et exigeant, porté par des dizaines d'armes et de sorts différents, et par autant de builds possibles pour utiliser toutes les possibilités du soft. Il donne envie d'aller regarder des vidéos de lore pour saisir les dessous de chaque scène et ennemi, et peut être obsédant pour certains, par exemple ceux qui essayent des heures durant de vaincre de puissants boss à l'image de Malenia. Si le dernier tiers du jeu est un peu moins enthousiasmant, avec un intérêt du joueur qui s'érode, et que quelques faiblesses subsistent, cela n'enlève rien aux nombreuses qualités du titre, et explique volontiers son succès critique et commercial. Je note donc ce jeu, tabassage médiéval fantastique sur chevalier de 3 mètres de haut. Pour la suite, vu que l'open world et le gameplay sont au niveau, cela ne m'étonnerait pas que de futurs contenus additionnels pointent le bout de leur nez. Affaire à suivre. Les adversaires se jaugent. Une Ah, erreur. putain, il casse les couilles. Ah, tu casses tellement les couilles. Arrête de te soigner, putain. Ça va durer 1000 ans. Ah, il m'a eu. Oh.